Sandrine Lefeur, l'avantage, peut-être vous me direz l'inconvénient, mais l'avantage, c'est que vous êtes agricultrice. Vous êtes partie de votre Bretagne où il fait frais pour nous rejoindre ici où il fait chaud. Merci, c'est un premier effort. Vous êtes agricultrice et en plus, vous êtes députée. Comment est-ce que vous voyez les choses quand on vous parle biodiversité d'un côté, droit du vivant, pratique agricole, droit de propriété dont il a été question ici? C'est très vaste effectivement comme question, mais ça demande réflexion. Oui, c'est un vaste sujet, mais en fait, tout est lié. Et je tiens à remercier les personnes qui ont organisé ces 2 jours de colloque, parce que, effectivement, pour moi, tout est lié. Et quand je parle agriculture, derrière, il y a l'alimentation, il y a la biodiversité, il y a la santé des citoyens et la protection de notre planète. Et en fait, quand moi, je me suis lancée dans l'agriculture, ça me paraissait évident d'être en bio. Ça me paraissait évident de regarder comment fonctionne le sol, comment fonctionne la nature sans intervention humaine pour comprendre les enjeux et pouvoir les appliquer ensuite sur mon exploitation en essayant de produire, mais effectivement en dérangeant le moins possible la nature, la biodiversité, parce que quand on parle biodiversité, on pense souvent aux oiseaux, aux insectes, oui, pour les agriculteurs surtout, mais les citoyens n'y pensent pas forcément. Mais après, il y a les bons et les mauvais insectes. Hein. Bien sûr, mais en fait, dans nos sols, il y a une multitude de micro-organismes, de bactéries qui font aussi partie de la biodiversité et qui font aussi qu'on peut produire aujourd'hui. Donc il faut les préserver. Donc ça veut dire, en gros, qu'aujourd'hui, il est urgent, parce que je reprends le terme d'Éric Fernandez tout à l'heure, il est urgent de changer de modèle agricole? Ah oui, pour moi, c'est clair qu'il est urgent de changer de modèle agricole. On n'est pas les plus mauvais en France, il faut quand même le dire, mais on a un modèle aujourd'hui qui arrive à bout de souffle pour nos agriculteurs, pour nos sols, et ça est lié. Il faut pouvoir régénérer nos sols. Et moi, je travaille déjà sur mon exploitation à de l'agroforesterie, et je pense que l'agroforesterie peut répondre en partie à ces problématiques. Et quand vous parlez aux autres agriculteurs, soit au niveau local, soit au niveau national, puisque vous êtes député maintenant, comment le message est perçu? Alors ça dépend. Parfois, on ne veut pas m'écouter parce qu'ils ne sont pas encore prêts à l'entendre, en fait. Moi, je leur jette pas la pierre. Pourquoi? Parce qu'on sort d'une, il faut le dire, d'une crise agricole majeure. Est-ce que c'est le principal On sort d'une crise agricole. On leur a dit pendant des années qu'il fallait produire, mettre tel engrais, tel pesticide pour produire. Il fallait nourrir l'humanité. Aujourd'hui, il faut sortir de ça. On ne s'est pas préoccupé des sols pendant ces années-là. Ils ont appris à l'école à faire de cette manière-là. Donc, ils arrivent sur leur exploitation aujourd'hui, on leur dit qu'il faut changer de modèle. Ils ne savent pas comment faire. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas savoir comment faire. C'est le fameux, il n'y a pas de raison que ça marche mieux autrement, c'est ça ? C'est un peu ça. Et du coup, nous, les agriculteurs qui sont déjà dans des démarches plus vertueuses pour l'environnement, on essaie de leur montrer des exemples, on leur montre comment on fait. Il y a l'IDRI qui tout à l'heure était là. L'INRA aussi, vers Clermont-Ferrand, fait aussi des tests en agroforesterie. Donc voilà, on est là pour leur montrer qu'il y a des solutions qui peuvent être pérennes. Alors certes, il va falloir accepter qu'on ait moins de rendement, mais le but aujourd'hui, c'est plus parler de rendement à l'hectare, mais de marge à l'hectare. Et ça, c'est le plus important. Est-ce que ça demande des investissements ? Alors, pas forcément, puisque moi, sur mon exploitation, par exemple, j'ai un matériel très classique, pas flambant neuf, mais qui convient. Et en fait, je plante des fruitiers. Sous mes fruitiers, j'ai des pâtures. Et mes moutons pâturent sous mes fruitiers. Donc, en fait, j'ai même pas besoin de passer le tracteur sous mes fruitiers. Donc, voilà. Et en plus, vous stockez du carbone dans le sol. Et en plus, je stocke du carbone. Voilà, ça, c'est formidable. Merci de ce premier témoignage, Christian Fuzillet, pour l'Agence française de développement. Comment est-ce qu'on, encore une fois, c'est un peu toujours la même question, comment est-ce qu'on fait pour concilier à la fois les mentalités puis les faits, puisque les faits sont là, les constats, on les voit depuis ce matin, avec une foultitude de chiffres. Oui, merci. Un merci d'abord à Planète A pour l'invitation. Et puis, si vous permettez, quelques mots, parce qu'Agence française de développement, tout le monde ne connaît pas. Donc, je pense que c'est bien de dire quelques mots là-dessus. Donc, c'est une agence publique qui est sous tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Finances, et qui a pour mission, pour mandat, de financer et accompagner la mise en œuvre de projets de développement à l'international. Donc la coopération de la France, solidarité avec les pays en développement.
Donc c'est une agence qui intervient dans 108 pays aujourd'hui, avec un focus principal sur l'Afrique, où 50% des financements sont accompagnés, mis en œuvre. Pour donner un ordre de grandeur, tous les Français et donc contributeurs au budget, pour avoir l'ordre de grandeur, donc l'an dernier, en 2018, c'est un peu plus de 11 milliards d'euros qui ont fait l'objet de financement de nouveaux programmes et projets de développement, sachant que cette agence travaille dans un peu plus de 100 pays. Bon, évidemment, c'est pas 11 milliards d'euros de dons, ce sont essentiellement des prêts, à concurrence de 90% de ce montant. Et il y a une enveloppe de dons pour accompagner les secteurs sociaux et les pays les plus fragiles. Dans toute la gamme des interventions autour de l'éducation, de la santé, des infrastructures, de l'eau potable, etc., il y a aussi une division qui s'occupe d'accompagner l'agriculture, le développement rural et la biodiversité. C'est cette division-là que je représente. Et donc, évidemment, nous sommes en premier chef dans les 70 pays dans lesquels nous intervenons, confrontés aux problèmes de sol, de biodiversité et de fertilité. Et donc la question est comment le capital fertilité et biodiversité des sols peut être amélioré. Et là, il y a un ensemble de facteurs qui n'ont pas forcément été beaucoup évoqués ce matin, auxquels on est directement en prise. D'abord, c'est le statut du foncier, le droit foncier. Que la terre appartienne à une collectivité ou à des individus, ça n'a absolument pas les mêmes impacts. Ça a été un petit peu évoqué. Un paysan, une paysanne ne va pas investir dans de la plantation d'arbres de la même façon, selon que la terre lui appartient ou pas, selon qu'elle va avoir la garantie ou non de pouvoir le transférer à ses enfants, par exemple. Donc ça, c'est un premier sujet. Un deuxième sujet auquel on est très régulièrement confronté, c'est la superposition des droits. Entre les droits traditionnels, le droit moderne, l'ensemble des usages, souvent peut conduire à des situations un peu complexes, y compris d'un point de vue juridique, et parfois également à des formes d'impunité qui rendent difficile la mise en œuvre de l'amélioration de la fertilité et de la capacité de biodiversité des sols. On a aussi très souvent affaire à des situations où le foncier agricole n'est pas cadastré. Alors je ne dis pas qu'il est nécessaire à tout prix de le faire, mais dans un certain cas, tout de même, lorsqu'on veut améliorer, et on parlera un peu plus tard d'intensification agroécologique, l'agriculteur a besoin de savoir quelles sont les terres dont il est responsable, dans lesquelles il va investir, pour lesquelles il va emprunter, etc. Donc le cadastrage et la formation des instituts qui sont en charge de ça est un autre sujet d'importance qui a une relation indirecte sur les questions que vous évoquez. La spéculation foncière, c'est encore un autre sous-sujet. Et on en a un peu parlé. On en a dans tous les pays, mais dans certains pays, il y a des plans d'occupation des sols, il y a des terres agricoles qui sont préservées, il y a une volonté de maintenir des ceintures vertes, notamment autour des villes principales. Dans un ensemble de pays, on n'a pas forcément les outils qui nous permettent de réguler un peu la protection du foncier agricole, et on en arrive à des situations dramatiques où les premières productions agricoles se trouvent à 100 km des principaux bourgs et villes en plein développement. Un autre sujet majeur, c'est le genre et le foncier. On est assez souvent dans des situations où on est loin d'une égalité femmes-hommes dans l'accès au foncier et dans les modes de tenure qui sont mis en œuvre. Et enfin, il y a foncier et démographie, donc, qui nous amène directement à la problématique agroécologie et intensification agroécologique. Comment on fait pour... puisque souvent, quand on parle d'agriculture biologique ou qu'on parle de toute la série des agricultures qui nous ont été présentées tout à l'heure, entre agriculture conventionnelle et système naturel, écosystémique, on pense qu'on a affaire à une agriculture moins productive, etc. Quand on parle d'agroécologie, et c'est ce qu'encourage et accompagne l'AFD, on parle d'une intensification agroécologique avec la volonté de prouver, et ça l'a déjà été d'ailleurs, on en parlera peut-être un peu plus tard, que l'agroécologie, avec son souhait de respect d'une meilleure gestion en eau, une meilleure gestion de la fertilité des sols, d'une couverture quasi permanente, etc., enfin l'ensemble des facteurs qui entrent dans la définition de l'agroécologie,
obtient des résultats, y compris en termes de rendement et dans la durée. Vous savez ce qu'on dit dans les émissions de télévision, hein, quand un invité dit on en parlera peut-être plus tard, en fait il n'en parle jamais. Hein, donc soit vous en dites un mot maintenant, c'est pour pas être trop long. Soit vous alliez être zappé. Ce que je retiens dans votre discours, qui peut être un peu long, qui au demeurant très complet, c'est que vous apportez, vous, à l'AFD, surtout de la pédagogie. En fait, on amène essentiellement de l'ingénierie, puisque l'objectif est de répondre aux volontés de changement et d'accompagner les volontés de changement. Je ne parle pas des prêts financiers, hein, mais au-delà de ça. Oui, évidemment, on ne prête pas... On parle de l'expertise qui accompagne la mise en œuvre des financements et qui débouche sur des programmes ou des projets concrets sur le terrain. Oui, donc notre rôle est d'amener de la pédagogie, enfin, disons, d'accompagner l'expertise. Parce que c'est ça qui manque, on l'a vu précédemment d'ailleurs, ça manque beaucoup. Pardon ? Et ça manque beaucoup justement la pédagogie. C'est-à-dire que les gens, et Sandrine Lefeur vient de le préciser aussi, quand on parle aux gens, soit ils n'entendent pas, soit ils veulent bien entendre. Enfin, c'est-à-dire, il y a tous les cas de figure. Moi, je suis absolument d'accord avec ça, et ça a été évoqué par monsieur ce matin qui est agriculteur et qui disait « J'ai absolument besoin de savoir, moi et mes confrères et consoeurs, comment du point A où je suis aujourd'hui, comment je vais franchir la prochaine marche. Quel est le coaching et quel est l'accompagnement qui va me permettre de gérer mes risques et de maintenir mon résultat économique. » Et donc, s'il n'y a pas un accompagnement technique, un soutien à la prise de risque, parce que ça c'est un autre sujet, donc ça veut dire une sécurité financière ou un accompagnement pour accompagner les transitions, et ça c'est vraiment un sujet commun, quels que soient les pays dans le monde, hein, et les agriculteurs raisonnent aujourd'hui et la saison prochaine. Donc, et c'est légitime. Exactement. Donc il faut cet accompagnement, il faut cette pédagogie et il faut ce partage des risques. Robert Simon, vous êtes expert en agriculture, vous allez nous parler de systémique parce qu'il y a 2 exemples concrets et qui marchent ici même dans la Marne, et puis un autre également en Zambie. Merci, monsieur le modérateur. Je vais continuer en anglais, si vous me permettez. Yes, je suis très heureux. Maybe you want to go there, because I think you have some slides. Il y a 2 photos que je voulais montrer, juste une minute, très bien. Si vous me permettez. Alors, venez. Et merci aussi pour inviter une Britannique ou citoyen européen dans ces jours difficiles. Dans ces temps un peu difficiles, oui. So briefly, allow me to introduce Systemic. Systemic is an advisory and incubation firm. We have offices in London, in Munich, and in Jakarta. And we work on 3 domains, food and land use, which is my area, energy, the energy transition, and the circular economy, which primarily refers to plastics, but I like to think that the circular economy is also an agricultural undertaking. Nutrient recycling and the use of soils is a fundamentally circular concept. So I wanted to describe 2 examples from our work, where we try to go from the consulting level and the global policy advisory level to a more practical level. And the first example is right here in Marne, where we are embarking on a partnership with Soil Capital, which is a farm management company based in Belgium. You'll be hearing more from Chuck, their CEO, later this afternoon. What we've been investigating together with Soil Capital is whether the soils in the Marne region can be regenerated in a manner that is retaining the productivity of some of the most productive economic farming areas in France and in Europe, but also do so in a way that is increasing the soil organic carbon content and thereby increasing the resilience of the system to drought and disease shocks. Because the system right now is not entirely stable. And Madame Lefebvre has just been describing to us the challenges that a farmer, even in a productive farming economy such as France, is facing, including a steady reduction in farmers' incomes and a stagnation of productivity. And in some years, the drought years of 2017 and 18, in some areas also a reduction in productivity per hectare. So this area, which is so fertile, which is so productive, is not going to retain its fertility and its productivity forever. And as a trained economist, this is a very classic scenario where we have gone too far in the trade-off between the productivity and the underlying health of the soil. We've pushed the productivity very far, and the soil has been suffering. So what we have been exploring with Soil Capital is it possible to restore and to regenerate the productivity of the soil right here in Marne in a way that does not reduce the yield per hectare?
And the short answer is it can, and the photograph on the right indicates how you do it. It's by increasing the use of cover cropping to provide a permanent soil cover. It's by introducing more complex rotations that introduce greater biodiversity to the system. It is by applying a context-specific design, so you go and visit each farm to understand what their opportunities and constraints are. It is by progressively reducing the use of inorganic inputs and increasing, where possible, the use of organic inputs, but doing so in a very gentle, transitioned manner that does not result in a sudden drop in yield. Because if the yield drops and the income drops, you will lose the farmer. And the photo on the right indicates what happens when a soil has been tilled for 40 or 50 years. Where the agronomist is pointing with the knife is the hard pan. That is the area 30 centimeters below the surface of the soil, where the tilling stops and the roots cannot penetrate. And what we see here is a farm in Belgium that Soil Capital has been managing regeneratively for 8 or 10 years now. And while the hard pan, where the tillage used to occur, is still visible, you can see that the roots are starting to penetrate beneath the hard pan, and the roots of the wheat will go deep, deep into the soil if you let them. They'll go 2 meters deep. And worms will then eat the dead root material when the plant is harvested. And in the following year, the roots of the new plant will follow that same trajectory down through the soil, following the organic matter where the root was last year and where the worms have produced organic matter. And the analysis that we've done so far suggests that it is possible to regenerate the farms right here in Marne at a profit, provided that you implement this gradual transition. And the ultimate objective would be an agroforestry model, such as you describe in your area. That's going to be a bit different here because we don't have the history of cattle cultivation. This is a predominantly arable farming area, so the ultimate destination may look a bit different. Instead of grazing among the trees, you may still have cereal farming among the trees. But this is fundamentally a journey that is intended to work with farmers, where farmers aren't described as the villain of the piece, but are described as the long-term managers. And a point actually on land tenure, building on Monsieur Fissulier's comments on the challenge associated with land tenure and land ownership. Land tenure is also a problem here in Europe, because increasingly farmers don't own the land that they're managing. They manage it on 5-year contracts. And there is a real challenge associated with that, because in a 5-year period, you can apply the fertilizer and you can apply agrochemicals and you will get the yield, but you're mining the soil and you're reducing the long-term fertility of the soil. So the challenge for us is to find an economic model in which you can regenerate soil even in the context of a 5-year tenancy. And we've started to talk to land managers about how you can incorporate a soil fertility test at the beginning and end of a 5-year tenancy so that agricultural tenants are incentivized also to invest and to retain the health of the soil so that the economic incentives and the ecological incentives are aligned. Briefly, allow me to touch on a second example, which is in the southwest of Zambia. If anyone can control the slides, can we advance to the next one? I think you have a little... Okay, that's me. So this is an area where we're working in the partnership with the Peace Parks Foundation. That is an NGO based in South Africa, but with operations across Mozambique, Angola, and Zimbabwe, and Zambia. And this area of Zambia has been ecologically very degraded. The wildlife has been hunted and poached. The picture on the right shows you what that looks like. These were elephants. But you can also see from the map on the left that there are a lot of protected areas, national parks in this area. And the vision for the landscape ultimately is to regenerate a park and surrounding agricultural and wildlife areas that will allow the wildlife to move freely between the national parks in Angola, in Namibia, in Botswana, and in Zambia, but crucially,
will allow them to do so in a way that does not compromise or endanger the livelihoods of local people. Because the reality of conservation in the 21st century and the reality of modern landscape management is that you cannot move the people out and create a haven that is only for the wildlife. Maybe there are some places that you can do that, but in most of sub-Saharan Africa, people are already living there. They have livelihoods, they have farms, and they have a right to develop themselves just as everyone does. So the challenges in this landscape, and why we're working on the business plan for this landscape, is to get investment into the tourist industry and into agriculture, but to do so in a way that allows people to continue pursuing traditional livelihoods, including hunting and fishing, but at a sustainable scale, but also allows you to invest in infrastructure to bring the tourists in and to power the economic development of the country. And this is a huge challenge. The laws of Zambia and the laws of most countries in this region are based on the assumption that land will be allocated by government. And so land is either national park, or it is farmland, or it is reserved for hunting. But our experience of working in this region is that this is no longer possible. It's not practical to enforce it, and it goes against the grain of people's desires for their lives, which are to carry on living, if not in harmony with the wildlife, at least in toleration with the wildlife. And the challenge that we have set ourselves in Zambia, and I think a challenge for anyone working in areas with significantly degraded landscapes and degraded wildlife, is to restore the wildlife and to restore the ecology, and yes, very importantly, to restore the carbon in the soil and above the soil, but to do so in a way that respects people's access to land, their rights over that land, and works in partnership with them. Because if you don't work in partnership with them, then all the trained game scouts in the world and all the drone surveillance and all the artificial intelligence cannot protect you against the poaching and the loss of the elephant and the rhinoceros. If the local people don't support it, you don't have a program. So I hope these two examples can stimulate further discussion, and I'll resume my seat. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Robert. Merci de rejoindre votre discussion. Beaucoup de choses que vous avez... Ces modèles africains, ces exemples nous ramènent évidemment à ce qui vient d'être dit dans la précédente table ronde et notamment sur la façon dont ces terres sont distribuées et le droit du sol. Et c'est un gigantesque problème et ça fait partie, j'imagine, de la pédagogie que vous apportez à l'AFD. Vous parliez de faire une transition douce, gentle transition. Ça veut dire quoi exactement? What do you mean by that? Okay, so I'll refer here to the 5 principles that Soil Capital has developed in their own farms in Belgium, and Chuck from Soil Capital will expand on this afternoon. But the principles of the gentle transition are first, context-specific design, so you really have to visit the farm and understand the soil and the situation. Second, to minimize the use of agrochemicals. It doesn't start at 0, but it has a tendency towards 0. Third, permanent soil cover. We've heard several mentions to that already. Cover crops, ideally multi-species cover crops. Fourth, to minimize the disturbance of the soil, so the principles of conservation agriculture and no-tillage agriculture. And fifth, to maximize biodiversity. And you spoke before about the plants and the insects. Biodiversity on farms is not just about nature and providing something nice for visitors from the cities to see. It's actually an insurance policy against disease. It's an insurance policy that the monoculture model neglects, because the monoculture relies on a chemical solution. But our view is that you have to break that cycle of the chemical solution to a monoculture cause problem and incorporate the natural resilience of the soil to solve that problem. Now, that system would be modified in the case of the Marne, and we're going to be conducting feasibilities studies in the coming weeks and months to understand exactly how that could be applied. But we're very excited to be embarking on this journey. Alors, je me tourne vers le politique. Est-ce que, pardon pour cette question piège, certains vont dire, ah, encore une question de journaliste, cette transition douce, j'ai envie de dire ça dépend.
Et Rupert l'a dit tout à l'heure aussi, il y a différents agriculteurs. Cette transition douce, est-ce qu'on peut concrètement, et je vous pose la question, on peut pas l'imposer, mais en tout cas la proposer à des grands céréaliers? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, la transition, elle aurait dû être faite il y a déjà une vingtaine d'années. Là, on est déjà dans l'urgence. Allez dire ça à Ratan Lal qui étudie les choses depuis 1959. Malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus braquer les gens. Ils sont dans leur métier. C'est comme si du jour au lendemain, on vous dit que vous ne faites pas votre job correctement et qu'il faut changer. Donc, malgré l'urgence, on est quand même obligé d'aller dans une transition et faire comprendre aux agriculteurs qu'il faut changer. Alors, certains prennent quand même conscience parce que dans la loi agriculture qu'on a pu passer l'année dernière, on incite, on fait passer des choses. Et moi, je vois des agriculteurs qui il y a 2 ans, ne m'accueillaient pas de manière très sympathique, notamment sur la question du glyphosate, qui aujourd'hui m'ont dit « bon d'accord, on a compris, on va en sortir, on a compris que c'est un enjeu de société, les pesticides, etc. » Mais qui vous dit ça? Tous les agriculteurs, y compris les plus gros? Je parle là des plus gros parce que moi, je veux dire, les agriculteurs qui sont déjà dans des démarches telles que la mienne, ça m'intéresse d'aller discuter avec eux parce que j'aime bien, c'est sympa. Mais vous prêchez des convaincus. Mais voilà, exactement. Donc l'objectif, c'est d'aller voir les agriculteurs qui ne sont pas dans ces démarches-là. Et effectivement, les céréaliers, c'est un gros enjeu, mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on met des fongicides sur les sols, on tue 10% des champignons. Il y a que 10% on tue 90% des champignons, alors qu'il y a 10% des champignons qui sont mauvais pour la culture et 90% des champignons qui sont bons pour notre culture. Donc, quand on met des pesticides, on tue l'ensemble de la gamme pour lequel le pesticide est créé, alors qu'il y a peut-être que 10% des organismes qui sont mauvais pour la plante. Donc, à force de faire ça, en fait, d'engrais chimiques, de pesticides, de ne pas regarder les sols, les céréaliers, puisque c'est là que les sols sont dans le plus mauvais état, on détruit les sols. Et aujourd'hui, on nous promettait des rendements en blé avec des hybrides, etc., de 100 quintaux, 120 quintaux. Aujourd'hui, les rendements stagnent, voire diminuent. Donc c'est bien qu'il y a un problème, malgré la technologie, malgré la science, c'est le sol qui ne suit plus, en fait. Donc les agriculteurs prennent conscience de ça, sont en train de regarder leur sol, je pense, vont aller vers le changement. Maintenant aussi, à nous de les accompagner à travers, par exemple, la PAC, avec des aides qui soient conséquentes vers ces changements de modèle-là. Mais vous citez la PAC, et il en sera question d'ailleurs, je ne sais plus si c'est cet après-midi ou demain, mais en tout cas, à quelle proportion? Ça, c'est encore... c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule à propos d'une autre conférence, à propos d'une autre table ronde, en disant on compte toujours sur le politique. Et si le politique compte sur la PAC, et après il y a d'autres gens qui comptent sur l'ONU, vous voyez? Oui, c'est un cercle vicieux, c'est sûr. On peut se poser des questions, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, mais moi je pense... vous voyez, en Bretagne, on a trop d'élevage, trop d'azote. On a les algues vertes. Et les céréaliers, eux, ils n'ont pas assez d'élevage, pas assez de carbone, pas assez d'azote, pas assez de matière. Enfin, il y a un moment donné, il faut se poser des questions. Et il faut peut-être penser à essayer de remettre des pâtures dans les zones céréalières, même si c'est plus compliqué, que l'herbe a du mal à pousser. Moi, ce que je constate en tout cas, c'est qu'en plein été, quand il fait chaud comme on a aujourd'hui, moi, mon herbe, elle pousse mieux sous des arbres qu'en plein cagnard. Voilà. Donc il y a peut-être des questions à se poser et des réflexions à mener. Mais pour ça, oui, moi j'ai la chance... En bio, ma ferme tourne correctement. J'ai du financement pour acheter des arbres et planter des arbres, mais tous les agriculteurs ne sont pas dans cette logique-là. C'est pour ça que j'en reviens à la PAC et que la PAC doit peut-être aller financer des replantages d'arbres, des replantations, etc. C'est un appel que vous faites là. Oui, moi profitons-en. On est là tous pour réfléchir, pour lancer des appels aussi, il y en aura d'ailleurs. Mais en Bretagne, par exemple, on a le programme Brace Bocage qui finance, la région finance des plantations de haies autour des champs, quoi. Donc c'est une très bonne chose pour la biodiversité. Il faut savoir que moi, dans mes arbres fruitiers et dans mes arbres autour de mes parcelles, dans les chênes, les châtaigniers, j'accueille aussi des oiseaux, j'accueille aussi des rapaces. Les oiseaux vont aller manger les chenilles qu'il peut y
avoir sur mes choux. Enfin voilà, je veux dire, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Sur mes tomates, par exemple, j'ai des pucerons, je traite pas parce que il y a les auxiliaires qui viennent. Si je vais traiter, même avec un produit bio, je vais tuer les pucerons et du coup, je tue la nourriture des auxiliaires. Enfin voilà, c'est toute une réflexion qui est à mener et je pense que la nature, elle a beaucoup à nous apprendre de ce côté-là. Ouais, on ne va pas tuer les moustiques avec une bombe H. Rupert Simons, j'aurais une question pour vous tout à l'heure, parce que d'ailleurs on me pose des questions sur l'AFD. Vous avez fait une petite plaisanterie comme quoi on accueille un Britannique. Comment est-ce que ça s'est passé, votre accueil dans cette production, dans la Marne, justement? Comment est-ce que vous avez été accueilli avec vos nouvelles idées? À bras ouverts, on vous a dit très bien, parfait, faisons ces solutions? I will have a better answer to that question maybe in a few weeks' time when we've conducted more of the feasibility analysis. But from we'll see if you're still alive. If we're still here. Yeah. But the question is, I think fundamentally about farmers' readiness to change, one, so there's a mindset question, but there's also a question of technology and access to knowledge. The technology we're talking about is not necessarily new technology. This is not like a GMO situation where you bring a magical silver bullet or an artificial intelligence solution. In some respects, this is a return to agroecological practices that were practiced 100 years ago. Crop rotation, agroforestry, natural even more control, weird. and so on. But it's difficult to implement in the current model where you have one farmer managing 100 hectares who is now, instead of going just a wheat, oilseed rape, barley rotation, you're now saying, oh, and actually you need to start bringing some cows onto the pasture here, and you'll have some trees over there. And then you're going to need a place to either take the cows for slaughter or milk them if you're keeping them for dairy. Then you're going to need a way of harvesting the fruit from the trees. All this introduces complexity to the system. So one dimension that we're still missing in this journey, and I'd love to get feedback on this from the food companies and the retailers in the room, right, is that we need some sort of support, not necessarily a financial support, but a guarantee that whatever is being produced in these newly more complex farms with the fruit and the more complex rotations and maybe the animals as well, will have a market. Because right now, when I drive through the Marne, and I've driven from here east, you come past the grain silos, but there is no one that's buying fruit. There's no one buying meat, and there's no one even outside of the cities is buying vegetables. It's just wheat, barley, oilseed rape. And so we need to shift to a more complex system, and that's going to require the support also of the food buyers to do this at scale. And so how do you do that? How do you do that? Convince them? I think it's a combination of their own economic interest, because they want to continue buying here. They don't want to start importing all of their food from overseas. Consumers don't want that. Retailers don't want that. So it's their own economic self-interest. But I think there also has to be policy levers, not necessarily subsidies, because we know how difficult it is to change the common agricultural policy. We get a chance every 7 years and then it's gone. But it's policy levers. It's the encouragement of regional and local governments. And that's why I think this meeting is so important, because irrespective of the support or not of a national governments change, but the local problems and the local leaders stay. And so we have to start building this solution up from the local level. And the best way, I think, to spread the practices is farmer to farmer. It's a bottom-up and it's a replication effect. And so the role of consultants like me is ultimately to encourage that replication. It's not to prescribe the solution and say, you must do this. Thank you, Englishman in Châlons en Champagne, for this solution. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous pouvez poser vos questions. Elles arrivent, notamment M. Martinez du GEF, Global Environment Facility, qui vous pose cette question, M. Fusilier. Quelle est la proportion des financements AFD qui soutient des projets d'agroécologie et dans combien de pays? Si vous permettez, juste quelques mots de réaction, de commentaire à ce qui s'est dit avant, qui était fort intéressant, parce que ça met en évidence
des différences de vision fortes, et j'en profite parce qu'il y a plusieurs pays par chance qui sont présents ici, notamment plusieurs pays africains. Oui. Ils auront la parole tout à l'heure. Le ministre de l'Environnement du Burkina Faso, par exemple, et donc c'est très intéressant de rappeler ici qu'il y a des visions différentes de l'évolution de l'agriculture selon les pays dans lesquels on se trouve, et avec des paradoxes, des contradictions aussi qu'il faut bien prendre en compte. Très légitimement, les ministres de l'Agriculture dans un certain nombre de pays entendent le discours agroécologique avec une certaine réserve en disant vous êtes bien gentil, bien sûr vous nous avez fait la démonstration que votre agriculture extrêmement intensive et productiviste était mauvaise pour l'environnement et qu'on allait dans une impasse. Vous nous demandez aujourd'hui de nous priver de cette étape pour passer directement à soit de l'agriculture biologique, soit une intensification agroécologique qui est risquée. Et quels sont les systèmes anti-risques que vous nous proposez? Donc il y a tout ça qui est en cours de discussion. Il y a encore un vrai travail autour de ça, et certainement des solutions intermédiaires à mettre en évidence, notamment pour tout ce qui est motorisation et équipement. Il y a de gros travaux de recherche qui sont en cours, et là je voudrais saluer les travaux qui sont menés par l'INRA, par le CIRAD, l'initiative 4 pour 1000, mais aussi le groupe qui travaille sur les transitions agroécologiques, qui regroupe un certain nombre d'ONG et qui, à travers de nombreuses études menées par AgriSud, Agronomes Vétérinaires Sans Frontières, le groupe de recherche et d'échange technologique, pour n'en citer que quelques-unes, ont réussi à mettre en évidence, en lien avec le CIRAD notamment, qu'on peut faire de l'intensification agroécologique respectueuse pour l'environnement. Donc je pense que ça, c'est intéressant, et ce sont des éléments qui conditionnent le modèle économique dont vous parliez tout à l'heure. Donc pour venir rapidement à la question qui est posée à l'AFD, M. Martinez attend une réponse. Oui. Je me propose d'essayer de répondre. Et donc, la proportion des financements AFD en agroécologie, c'est assez difficile à répondre de manière très précise. Ouais. Mais en 2018, il y a eu 1,1 milliard d'euros dédiés aux projets agricoles, donc à peu près dans une quarantaine de pays. Je dirais que c'est à peu près 25% de ces financements qui sont à dominante agroécologique ou qui ont une composante agroécologique, en particulier sur les filières de production, puisque c'est là qu'on a de forts impacts. Il y a par exemple au Burkina Faso, au Bénin, des projets qui se mettent en place, qui sont en cours de démarrage, sur comment on promeut des filières agroécologiques de production de coton, par exemple. Merci de cette réponse. Le nombre de pays entre l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique centrale latine, à peu près une vingtaine de pays touchés. Merci de cette réponse. Une réaction de Christian Huyghe, qui était là tout à l'heure, de l'INRA, pour Sandrine Lefeur. Vous avez raison, dit M. Huyghe, sur l'impact des fongicides. Moins ils sont précis, plus les impacts sont sévères. Le sulfate de cuivre, et dans ce cas, la recherche de biocontrôle doit emprunter une autre route, avoir un impact sur les champignons pathogènes en réduisant les sites qui leur conviennent sur la plante. C'est l'enjeu des recherches sur le microbiote. Et puis une question pour vous, Sandrine Lefeur. Quel discours, quelle réponse aux agriculteurs africains qui aspirent à un travail plus productif et moins harassant? Oui, c'est exactement ce que vous disiez, c'est comment nous, aujourd'hui, pays européens qui avons testé les pesticides et l'agriculture intensive, on se permet d'aller donner des leçons de morale, entre guillemets, aux pays africains qui, eux, ont besoin de produire. Mais en fait... Est-ce qu'on donne des leçons de morale, ou est-ce qu'on essaye de les conseiller, sachant qu'on essaye de se conseiller soi-même? Oui, mais eux le voient comme ça. Eux voient qu'on leur donne des leçons de morale, on va leur dire n'allez pas vers cette agriculture plus industrielle qui nous a sorti quand même du pétrin à la fin de la guerre. Faut voir les choses comme elles sont aussi. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais en fait, moi je veux dire, je pense que les systèmes agroécologiques ou d'agroforesterie ne seront pas plus pénibles que des systèmes conventionnels aujourd'hui. Je veux dire, à partir du moment... la nature, elle a horreur du vide. Donc, à partir du moment où on couvre entièrement nos sols, qu'on réfléchit à la manière de le faire,
on va pas pénibiliser le travail pour autant. Je veux dire, vous voyez, moi sous mes fruitiers, je vais pas passer le tracteur ou je vais pas passer le pulvé. Il y a mes moutons qui sont dessous, donc il y a toujours des solutions que la nature peut nous apporter dans des cas comme ça, et des solutions qui coûtent pas cher du coup, parce que si je reprends l'exemple de mes tomates aujourd'hui qui ont le puceron, donc déjà moi c'est des tomates de variété population, donc qui s'adaptent au climat et au territoire, donc une utilisation moindre de l'eau, certes un petit peu moins de rendement, mais des plantes qui s'adaptent aux insectes, aux pucerons pour le coup, avec des auxiliaires qui viennent manger les pucerons. Donc en fait, j'utilise pas de pesticides, j'utilise pas d'engrais. Donc voilà, c'est un système qui est économiquement, on a un gain économique de ce côté-là, malgré qu'on ait un petit peu moins de rendement. Et du coup, j'en reviens quand même à l'agriculture écologiquement intensive, parce que ça c'est aussi possible. Certes, la plante en elle-même, par exemple la tomate, va avoir moins de rendement, mais l'idée c'est d'associer des cultures. Donc on aura par exemple, je sais pas, moi je mets du basilic au pied de mes tomates. Ça marche ensemble, il manque la mozzarella. Voilà. Donc en fait, sur une même surface, on peut avoir deux cultures. C'est l'exemple aussi, je produis des moutons et des fruitiers sur la même surface. Enfin voilà. Donc on peut avoir des systèmes écologiquement intensifs. C'est juste que la plante en elle-même ou l'animal en lui-même aura peut-être un peu moins de rendement, mais sur une même surface donnée, on peut avoir plus de rendement au global de produits, quoi. Comment est-ce que aujourd'hui on parle du sol et de la problématique du sol, vous qui êtes au sein du Parlement maintenant, comment est-ce que cette problématique bien précise, je ne parle pas de l'agriculture, mais le sol est prise en compte, ou est-ce que quand vous parlez à vos collègues députés, on vous voit tomber du ciel avec cette problématique? Les gens ont conscience de ça, les politiques aujourd'hui ont conscience de ça, les députés, les autres députés? Mais ils ont de plus en plus... Ne serait-ce que parce que c'est eux que vous côtoyez ils ont de plus en plus conscience de ça, parce que Dominique Potier fait un travail considérable sur le foncier. Je ne parle pas des gens qui sont directement concernés par ça, bien sûr. Les autres députés? Oui, non, mais pour le coup... Est-ce que ça commence à rentrer dans le débat politique? Est-ce que vous avez cette impression-là? Oui, je pense que ça commence à rentrer parce qu'on est quelques députés à en parler, en fait. Donc forcément, quand on en parle à chaque fois, que sur chaque texte de loi où on peut le raccrocher, on le fait, même si c'est si ça passe pas toujours, c'est pas grave. Et forcément, les autres députés, ils sont sensibles, ils se disent, bah oui, il y a un enjeu là-dessus. Donc oui, ça prend. Dominique Potier pourrait en parler mieux que moi d'ailleurs, parce qu'il est vraiment concerné sur ce sujet-là. Et oui, les autres députés prennent conscience de ça. Il y a des enjeux sur le sol et ils en sont conscients de plus en plus. Ne confondons pas agroécologie et zéro fertilisation minérale pour stocker de carbone dans des sols pauvres. Il faut produire de la biomasse. Voilà une réflexion de M. Schott de l'IRD. Qui veut répondre? M. Fusilier. Oui, moi j'approuve. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de passer... on parle de transition, hein, il ne s'agit pas non plus d'oublier le contexte dans lequel on intervient, ni la caractérisation d'une situation donnée. Bien entendu, il y a des situations dans lesquelles on a encore besoin d'utiliser des engrais chimiques. Maintenant, le tout est de préparer la transition, d'accompagner... la fameuse transition douce dont parlait Rupert Simons. Ouais, ouais. Vous voulez réagir là-dessus? Non. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre justement sur la biodiversité? J'ai l'impression que, et je parle du débat public cette fois-ci et pas forcément du débat politique, mais quand on parle de biodiversité, la population, les gens en général disent attendez, moi j'ai d'autres problèmes, il y a le chômage, il y a ceci, il y a cela. C'est vrai, on a l'impression parfois d'arriver... Voilà, là on nous a mis un tapis bien vert pour montrer qu'on s'intéresse à l'écologie. J'ai failli mettre des chaussures vertes moi aujourd'hui pour vous montrer à quel point on est en phase. Comment est-ce qu'on peut arriver justement à dire bah oui c'est important parce que ça nous concerne? Si je peux me permettre, il y a vraiment un mot qui est éducation on voit progresser. Les gens sont de bonne volonté, ils ont juste besoin d'avoir des alternatives, que ce soit des producteurs ou que ce soit des consommateurs. Et il faut apporter des alternatives, des possibilités de choix. Et ça a été évoqué ce matin dans une autre table ronde, il y a la question de la nutrition. Donc
Certains ont peut-être vu la semaine dernière le cache investigation envoyé spécial sur les différentes manières de... Là, vous me faites une transition parce qu'on va parler de l'alimentation dans un instant. Eh bien, je pense qu'une des réponses, c'est continuer ce travail de fond, d'éducation et aller vers des alternatives. Les gens sont même, je crois qu'un certain nombre d'études le montrent, prêts à payer un peu plus cher des produits de qualité, même s'ils sont un peu tachés, un peu bosselés et qui ne se conservent pas 3 semaines. Alors, voilà une question en anglais. Donc, je fais mon Nelson Montfort et j'essaye de vous traduire d'une manière un peu rapide. On a parlé de la dégradation du sol, des solutions pour remédier à cela. Quelles sont, pour les jeunes agriculteurs professionnels, les solutions pour eux? Quels sont les challenges, les opportunités pour eux pour s'engager avec ces solutions, et comment est-ce que les institutions comme les vôtres peuvent les accompagner pour s'engager? Question pour vous, Madame le député. Madame la députée, maintenant, on dit. Je pense que déjà, ça doit se passer aussi dans les écoles. Il y a eu beaucoup de choses de faites, mais il faut continuer à apprendre en fait aux jeunes agriculteurs comment on fait, parce que c'est pas inné. Moi, je suis pas du milieu agricole. J'ai dû apprendre sur le terrain parce qu'à l'époque, à l'école où j'étais, le bio n'était pas forcément très développé. Donc, j'ai appris l'agriculture conventionnelle et j'ai appris sur le terrain l'agriculture bio. C'est une passion. C'est une passion. J'adore l'agronomie, j'adore les arbres. Ce qu'on peut dire d'ailleurs avec ce que vous dites, c'est qu'il y a effectivement l'apprentissage à l'école et puis il y a l'apprentissage familial. C'est-à-dire que le jeune qui va avoir justement un père agriculteur va lui dire « moi j'ai fait ça comme ça pendant 50 ans et ça fonctionne ». En fait, il faut que je vous avoue que c'est plus facile pour quelqu'un qui n'est pas du milieu agricole à innover en agriculture, à tester des choses, que pour quelqu'un qui est du milieu agricole. Mon conjoint est du milieu agricole. Vous êtes génial, vous n'êtes pas du milieu agricole, vous n'êtes pas du milieu politique, et vous êtes agricultrice et vous êtes députée de la République. Ah, formidable, on peut vous applaudir quand même. Hein, là, vous avez toutes les médailles, là. Non, mais enfin... En tout cas, voilà, je remarque que moi, j'ai plus de facilité à vouloir tester des choses, innover certaines choses sur mon exploitation, et que mon conjoint a un petit peu plus de mal parce qu'il est quand même formaté, il a été un petit peu formaté par son père qui était aussi agriculteur. Donc je pense que là, sur des personnes qui s'investissent... Mais ça se passe bien entre vous? Ça se passe très bien, oui, on est en phase, ça va. Mais il vaut mieux d'ailleurs quand on est en société, il vaut mieux que ça se passe bien. Mais je pense que des personnes qui ne sont pas du milieu agricole et qui sont intéressées par ce milieu-là doivent vraiment s'investir parce que ça peut être aussi une solution pour l'agriculture de demain. Et j'ai conscience que pour des fils ou filles d'agriculteurs, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de faire la transition parce qu'il y a toujours le regard des parents qui restent sur l'exploitation mais qui disent « Ah bah oui, mais moi je ne fais pas comme ça, je ne fais pas comme ça ». Et c'est jamais facile pour eux. Ils apprennent à l'école des choses telles que l'agroécologie, mais ils ont plus de mal à le mettre en pratique parce que les parents sont derrière et ne veulent pas forcément évoluer. Une réflexion qui me vient maintenant vraiment locale, celle de Marcel Leherle qui nous dit « Avant l'utilisation des engrais minéraux, la champagne crayeuse se nommait la champagne pouilleuse. Moins de pesticides, tout à fait d'accord, mais pas de zéro intrant partout. » Et puis il rajoute « Dans les camps militaires de Champagne, les arbres ne se développent pas. » Vous connaissez bien la Marne, Rupert Simons. Peut-être pas forcément la champagne crayeuse. So I think this points to the importance of context-specific design, which was the first principle that I introduced. I think the transition plan that we're drawing up with Soil Capital in this area provides for hedges rather than trees. But that's a minor detail. I think the important point about the context-specific design is that it's not just about saying this is going to be true for the department. It has to be specific to the farm. Because even in one farm, the soil type can vary dramatically from one field to another. The drainage and the resulting yields can also vary. And if I can give one example from a farm that I visited in the UK, in Leicestershire, which is not quite comparable to here, but is perhaps more comparable to some of the landscapes to the west of France, there were a number of farms next to each other that were all growing oilseed rape. And you can tell it because it's the bright yellow plant. And there were big patches of bare soil where beetles had eaten
the oilseed rape. But in the farm that was producing regeneratively and had a more complex crop rotation that also incorporated a pasture stage, you didn't see those gaps. The beetles had not been there. And I use that as an example to demonstrate that what the biodiversity and the crop rotation is really buying you is insurance. You don't need it every year, but you need it in the years when the beetle comes, or when the disease comes, or when your crop is not resistant to the drought, but maybe the polyculture system that you describe is resistant to the drought. So I'm not proposing that our answer is going to be universally applicable or even universally applicable across the Marne, but I am proposing that we're going to need a lot of agronomists and a lot of independent advice to help farmers make the transition. It's not necessarily a very capital-intensive transition or even a labor-intensive transition, but it is a very human capital-intensive transition. So I think your point on education is absolutely right. En tout cas, ce que vous dites est important parce que ça veut dire que le sol, vous dites que le sol peut se métamorphoser, littéralement. Ça, c'est extraordinaire. Vous êtes d'accord là-dessus, Christian Fuzillet? Absolument. Eh bien, merci.